Pour notre anniversaire, mon mari a jeté mon cadeau fait main et a dit qu'il voulait quelque chose de vrai. Notre fille a ri et a dit, « Tu ne fais pas le poids face à la nouvelle femme de papa. » Je n'ai pas discuté. Je l'ai simplement ramassé dans la poubelle. Quelques semaines plus tard, il l'a vu exposé avec une étiquette de prix de 170 000 $. C'est un cadeau d'Hazel. L'ami de papa du travail me l'a offert parce que mes vêtements lui faisaient de la peine. Ma fille de 16 ans, Amelia, se tenait dans l'embrasure de la porte de sa chambre, portant une veste de créateur valant plus que nos courses mensuelles, annonçant cette information comme si elle me parlait de la météo. J'ai posé le vase en céramique que je portais, fruit de 3 mois de travail secret en poterie, recouvert de chrysanthèmes peints à la main pour le cadeau d'anniversaire de Dylan demain, et j'ai senti quelque chose se fissurer en moi qui n'avait rien à voir avec l'argile. Hazel, un nom de femme que je n'avais jamais entendu auparavant, qui achetait des vêtements chers à ma fille. Et Amelia le disant comme si je devais déjà savoir qui elle était. Mes doigts, encore tachés de bleu cobalt du travail d'émaillage, ont tremblé alors que je cherchais l'étiquette de prix de la veste, encore attachée à l'intérieur du col. 800 $ pour une veste de la part de l'ami de papa. Elle possède une galerie. Amelia a continué, se tournant pour s'examiner dans le miroir du couloir. Sur la 5e avenue, elle a dit qu'elle se souvient de ce que c'est que d'être jeune et de vouloir s'intégrer. La façon dont elle l'a dit, si nonchalamment, m'a serré la poitrine. J'ai regardé ma fille lisser le cuir italien. J'ai vu son visage s'illuminer d'une manière qu'il ne le faisait jamais lorsque je ramenais du tissu pour lui confectionner quelque chose de spécial. Le mois dernier, j'avais passé 2 semaines à lui coudre une robe pour le bal de l'école, brodant à la main de minuscules fleurs le long de l'ourlet. Elle l'avait portée une seule fois, puis l'avait cachée au fond de son placard, derrière les vêtements que Dylan lui achetait. Depuis combien de temps papa est-il ami avec cette Hazel, ai-je demandé, en gardant ma voix calme, même si mon esprit repassait toutes les nuits où Dylan avait travaillé tard. Chaque réunion du week-end, chaque fois qu'il était rentré à la maison, sentant un parfum qui n'était pas le mien. Je ne sais pas, un certain temps. Amelia a haussé les épaules, se désintéressant déjà de la conversation. Elle est cool, par contre. Elle s'y connaît en art et tout ça. Du vrai article. Du vrai article. Ces mots m'ont piqué plus qu'ils n'auraient dû. J'ai baissé les yeux sur le vase dans mes mains, sur les chrysanthèmes que j'avais peints avec tant de soin que mes yeux se brouillaient à force de travail minutieux. Chaque pétale contenait au moins 12 dégradés de couleurs différents, une technique que j'avais développée moi-même après 6 tentatives infructueuses. Le professeur de poterie du centre communautaire l'avait qualifié de révolutionnaire, mais apparemment, ce n'était pas du vrai article. Je me suis dirigé vers notre petite cuisine, posant soigneusement le vase sur le comptoir où j'avais apporté les dernières touches à l'émail. La lumière du matin provenant de notre seule bonne fenêtre a attrapé la surface, donnant l'impression que les fleurs respiraient. Demain, c'était notre anniversaire, 12 ans. J'avais commencé à travailler sur cette pièce il y a 3 mois, m'éclipsant à l'atelier communautaire chaque fois que Dylan travaillait tard, ce qui était de plus en plus fréquent. L'appartement semblait plus petit que d'habitude alors que je suivais ma routine matinale. Dylan a émergé de la chambre à 7h15 précise, son schéma aussi prévisible que les horaires de métro. Costume sombre, cravate bleue, le même parfum qu'il portait depuis la faculté de droit. Il faisait défiler son téléphone pendant que je lui préparais son café. 2 sucres, un nuage de crème dans la tasse que sa mère nous avait offerte comme cadeau de mariage. Ne m'attends pas ce soir, a-t-il dit sans lever les yeux de son écran. Grosse affaire, la fusion Henderson. J'entendais parler de la fusion Henderson depuis 3 mois maintenant. Elle exigeait beaucoup de nuits tardives, apparemment, beaucoup de réunions le week-end. Beaucoup de fois où il rentrait après minuit et se glissait dans le lit, prudent de ne pas me toucher, empestant le vin et le parfum de quelqu'un d'autre. Demain, c'est notre anniversaire, ai-je dit doucement, observant son visage pour tout signe de reconnaissance. Ses doigts se sont arrêtés sur son téléphone un bref instant. C'est vrai, on devrait faire quelque chose. On devrait faire quelque chose. 12 ans de mariage réduit à une obligation, une case à cocher sur son calendrier, probablement marquée par sa secrétaire. Je voulais lui parler du vase, des mois de travail, de la façon dont j'avais développé une nouvelle technique d'émaillage juste pour capturer la manière dont la lumière du matin se posait sur les chrysanthèmes. Au lieu de ça, j'ai simplement hoché la tête et lui ai servi son café. Cet après-midi-là, au centre communautaire, j'ai essayé de me concentrer sur mon cours de poterie pour le groupe de personnes âgées qui venaient 2 fois par semaine. Mon élève, Margaret, 73 ans,
avec des mains qui tremblaient sauf quand elle travaillait l'argile, a immédiatement remarqué ma distraction. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chère ?» a-t-elle demandé, ses yeux vifs malgré son âge. « Tu n'arrêtes pas de regarder dans le vide. » Je lui ai montré une photo du vase sur mon téléphone, ayant besoin que quelqu'un le voie pour confirmer qu'il existait, qu'il avait de l'importance. Elle a étudié l'image un long moment, son expression illisible. « C'est magnifique », a-t-elle dit finalement. Le travail des couleurs est extraordinaire. Quelle est l'occasion? Un cadeau d'anniversaire pour mon mari. Les mains de Margaret se sont immobilisées sur son argile. Mon mari a jeté tout ce que je lui ai jamais fait. Il disait que ça encombrait la maison. 20 ans de travaux d'aiguille, de poterie, de peinture, tout ça à la poubelle. Elle a levé les yeux vers moi et son regard contenait un avertissement. 6 mois après sa mort, le Metropolitan Museum a appelé. Ils avaient vu une de mes pièces dans une vente de succession, ils voulaient acquérir toute ma collection. 2 millions de dollars, c'est ce qu'ils ont payé à sa seconde femme pour des œuvres qu'il avait qualifiées de sans valeur. La pièce est soudain devenue froide malgré le soleil de l'après-midi qui filtrait par les fenêtres. Je suis désolé, ai-je dit, ne sachant quoi offrir d'autre. Ne sois pas désolé. Sois intelligente, a-t-elle répondu en retournant à son argile, ses mouvements délibérés et précis. Ce vase à toi, il est de qualité professionnelle, même de qualité musée. Mais si ton mari est comme le mien, il ne le verra pas. Les hommes comme ça, ils ne voient la valeur que quand quelqu'un d'autre leur dit qu'elle est là. Ce soir-là, je me suis assise seule à notre petite table de salle à manger, ajoutant la dernière couche de vernis de protection sur le vase. L'appartement était silencieux, à l'exception de la télévision des voisins qui traversaient les murs fins. Amelia était dans sa chambre, probablement au téléphone avec des amis, essayant à nouveau cette veste coûteuse. Dylan était à sa réunion, ou avec Hazel, ou où qu'il aille quand il disait qu'il travaillait tard. J'ai pensé aux mots de Margaret pendant que je travaillais, à la valeur et à la reconnaissance, à la différence entre ce que quelque chose valait et ce que quelqu'un pensait qu'il valait. Le vase était maintenant parfait, chaque ligne et chaque courbe exactement comme je l'avais imaginé. Demain, je le donnerai à Dylan et peut-être, juste peut-être, il verrait ce que j'y avais mis. Peut-être comprendrait-il que c'était plus qu'un simple cadeau. C'était la preuve que j'étais plus que quelqu'un qui faisait son café, tenait sa maison et élevait sa fille pendant qu'il construisait sa carrière. Mais même en me racontant cette histoire, je savais que c'était faux. La preuve était là, dans la veste à 800 $ d'Amelia, dans les nuits tardives de Dylan, dans la façon dont il regardait à travers moi plutôt que vers moi. Demain serait notre anniversaire et je lui donnerais ce vase qui contenait 3 mois de ma vie. Et il le mettrait de côté comme il mettait de côté tout ce que je faisais, tout ce que j'étais. Le bleu cobalt sous mes ongles a capté la lumière alors que je soulevais le vase une dernière fois, vérifiant des imperfections qui n'existaient pas. Demain serait différent, me suis-je dit. Demain devait être différent. Le matin est arrivé avec une normalité trompeuse. Je me suis levé tôt, mes mains stables alors que je préparais tout pour le dîner de ce soir. Le vase était posé sur le comptoir, enfin terminé. Ces chrysanthèmes attrapaient la pâle lumière du matin d'une manière qui me coupait le souffle. 12 ans méritaient quelque chose de spécial, quelque chose qui montrait que je croyais encore en nous malgré la distance grandissante, malgré les nuits tardives, malgré le nom d'Hazel suspendu tacitement dans l'air entre nous. À 17 heures, j'avais transformé notre salle à manger exiguë en quelque chose de presque magique. Les bougies du magasin à $1 semblaient élégantes dans la pénombre, leurs flammes se reflétant sur les belles assiettes que j'avais sauvées de la succession de ma mère. Le poulet marsala remplissait l'appartement de l'odeur de vin et de champignons, bien que je me sois brûlé le poignet 2 fois sur notre four capricieux qui chauffait 10 degrés de plus que ce que le cadran indiquait. La marque formerait une cloque, mais je m'en fichais. J'ai emballé le vase dans du papier de soie que j'avais passé 1 heure à peindre à la main de minuscules cœurs dorés, chacun étant une petite déclaration d'espoir. 18 heures est passé, puis 18h30. J'ai envoyé un SMS à Dylan, un simple rappel pour le dîner. Le message s'est affiché comme lu, mais aucune réponse n'est venue. Le marsala a commencé à se figer dans sa poêle. Les bougies goûtaient de la cire sur la nappe. À 18h40, j'ai entendu sa clé dans la serrure. Dylan est entré, l'air de venir d'un endroit qui nécessitait un contact rapproché. Son costume habituellement impeccable était froissé, sa cravate de travers, et l'odeur qui le précédait dans notre maison n'était pas son parfum. C'était quelque chose de floral et de chair, quelque chose qui s'accrochait à sa veste comme une accusation.
La circulation était horrible, a-t-il dit, sans me regarder, tout en examinant la table avec l'expression de quelqu'un découvrant une embuscade. Tu n'aurais pas dû faire tout ça. Le dédain dans sa voix m'a serré la poitrine, mais j'ai continué, lui désignant sa chaise. C'est notre anniversaire, 12 ans. Il s'est assis à contre-cœur, vérifiant son téléphone 2 fois avant même que j'aie la chance de servir la nourriture. Je l'ai regardé manger machinalement, son esprit clairement ailleurs, probablement avec la propriétaire de ce parfum. Quand j'ai placé le cadeau emballé devant lui, il l'a regardé comme s'il pouvait exploser. Ouvre-le, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Ses doigts ont défait le papier sans enthousiasme, déchirant les cœurs que j'avais peints si soigneusement. Lorsque le vase a émergé, lorsque la lumière des bougies a frappé ses chrysanthèmes et les a fait briller comme s'ils étaient vivants, j'ai retenu mon souffle, attendant sa réaction. Son visage est passé d'une curiosité modérée à quelque chose de pire que la colère. La déception mêlée d'embarras. Le regard que vous adressez à un enfant qui vous présente un collier de macaroni quand vous êtes trop vieux pour prétendre que c'est un bijou. Stella. Il a posé le vase soigneusement. Trop soigneusement, comme s'il pouvait le contaminer. On en a parlé, des cadeaux. Tu as dit que tu voulais quelque chose de vrai. J'ai commencé, mais il secouait déjà la tête. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il a sorti son téléphone, balayant jusqu'à une photo. Regarde, c'est ce que Hazel m'a offert. Une Rolex submarinée. 18 000 $. Ça, c'est un vrai cadeau. La pièce a basculé. Hazel. Il avait prononcé son nom comme si je devais comprendre, comme si c'était normal, comme si recevoir des montres à 18 000 $ d'une autre femme était quelque chose qui arrivait dans les mariages. Qui est Hazel? Ma voix semblait étrange, déconnectée de mon corps. Dylan m'a regardé avec une surprise authentique, comme si j'avais demandé qui était le président. Je t'ai parlé d'elle. Ma parajuriste. Il a fait une pause, faisant défiler à nouveau son téléphone. Enfin, plus que ça maintenant. Nous nous sommes mariés il y a 6 mois. Petite cérémonie au palais de justice. Je suis sûr de l'avoir mentionné. Les mots n'avaient aucun sens. C'était de l'anglais arrangé dans une structure grammaticale que je comprenais, mais leur signification refusait d'être traitée. Marié il y a 6 mois alors que nous étions encore mariés, alors que je dormais à côté de lui, alors que je lui faisais son café chaque matin avec 2 sucres et un nuage de crème. Nous sommes mariés, ai-je dit bêtement. Techniquement, oui. Les papiers du divorce sont retardés. Une erreur de classement. Il a haussé les épaules comme si nous discutions d'une contravention de stationnement. Mais Hazel me comprend, Stella. Elle comprend ce dont j'ai besoin. Elle possède la galerie Morrison sur la 5e avenue. Elle apprécie le succès, l'ambition. Elle ne pense pas qu'un partenariat se résume à de l'artisanat fait maison et à des dîners à la maison. C'est à ce moment-là qu'Amelia est entrée, portant la veste de créateur, son timing si parfait qu'il semblait répéter. Elle a jeté un coup d'œil à la table, à la nourriture qui refroidissait et aux bougies qui mouraient, au vase abandonné à côté de l'assiette de son père, et elle a ri. Pas un rire nerveux ou mal à l'aise, mais un amusement sincère, du genre qui jaillit d'une vraie joie. Oh mon Dieu, maman, tu lui as vraiment donné. Elle a pris le vase, l'examinant comme un artefact curieux d'une civilisation ancienne. C'est tellement embarrassant. Tu ne peux pas rivaliser avec la nouvelle femme de papa. Elle possède une vraie galerie. Elle sait à quoi ressemble le vrai article. La trahison de Dylan était en quelque sorte attendue, une blessure à laquelle je m'étais préparé sans l'admettre. Mais les mots d'Amelia, sa cruauté désinvolte, son rejet facile de mon travail et de ma valeur, cela m'a blessé plus profondément que tout ce que Dylan aurait pu faire. Ma fille, à qui j'avais appris à mélanger la peinture à l'âge de 3 ans, qui s'était assise à côté de moi à l'atelier de poterie il y a à peine 2 ans, avait choisi son camp sans jamais me dire qu'il y avait un choix à faire. Quand l'as-tu rencontré, ai-je demandé à Amelia, ma voix étonnamment stable. Il y a genre des mois. Elle m'emmène faire du shopping, m'aide à comprendre la mode et l'art et les choses qui comptent. Elle dit que j'ai du potentiel, que j'ai juste besoin du bon guidage. Amelia a reposé le vase avec un bruit sourd et négligent. Elle m'apprend le monde réel, pas ces trucs de hobby que tu fais. Dylan s'est levé brusquement, saisissant le vase d'une main comme s'il s'agissait d'un déchet à éliminer immédiatement. Il s'est dirigé vers la cuisine et j'ai entendu la pédale de notre poubelle, puis le bruit dévastateur de 3 mois de travail heurtant la doublure en plastique.
Le son a résonné dans le petit appartement, final et absolu. J'ai besoin de quelque chose de vrai dans ma vie, Stella, a-t-il dit en revenant chercher sa veste. Hazel et moi avons un vernissage ce soir. Des collectionneurs importants seront là. Des gens qui comprennent la valeur. J'y vais aussi, a annoncé Amelia, se dirigeant déjà vers la porte. Hazel a promis de me présenter à de vrais artistes. Ils sont partis ensemble, père et fille, leurs pas synchronisés dans le couloir comme s'ils avaient répété cette sortie. La porte de l'appartement s'est refermée avec un clic décisif, me laissant seul avec les restes d'un dîner d'anniversaire que personne ne voulait. Les bougies continuaient leur vacillement futile, la cire s'accumulant sur la nappe que j'avais héritée de ma grand-mère. La nourriture restait intacte, refroidissant comme le mariage que j'avais essayé de sauver. Je suis resté figé dans notre cuisine, fixant la poubelle qui contenait mon cadeau. À travers les murs fins, j'entendais la télévision de nos voisins jouer un jeu télévisé où les gens gagnaient de l'argent en répondant correctement aux questions. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais répondu aux mauvaises questions pendant 12 ans, essayant de résoudre un puzzle qui avait déjà été complété sans moi. L'appartement semblait plus grand, soudainement plus vide, comme si Dylan et Amelia avaient emporté quelque chose d'essentiel avec eux en partant. Pas l'amour, qui était parti depuis longtemps. Ils avaient emporté mes illusions, ma prétention soigneuse que nous étions encore une famille, que mes efforts comptaient, que les cadeaux faits main pouvaient rivaliser avec les montres Rolex et les relations dans les galeries. Je suis resté là, toujours dans la robe que j'avais choisie avec soin pour ce soir, portant toujours le rouge à lèvres que Dylan n'avait pas remarqué, croyant toujours quelque part au fond de moi que demain pourrait être différent. Les bougies se sont finalement éteintes, me laissant dans l'obscurité, ponctuée uniquement par les lumières de la ville filtrant à travers notre seule bonne fenêtre. Quelque part en ville, mon mari et ma fille entraient dans une galerie avec sa nouvelle femme, entourée de vrai art, me laissant ici avec les ordures. Le silence dans l'appartement pressait contre mes tympans comme la pression de l'eau en profondeur. Je suis resté là encore 10 minutes, peut-être 15, incapable de bouger ou de penser au-delà du son de ce bruit sourd résonnant dans mon esprit. Finalement, quelque chose de primitif s'est déclenché. Pas tout à fait de la rage, pas tout à fait de la détermination, mais un instinct de survie qui m'a propulsé vers l'évier de la cuisine. Les gants en latex jaune sous l'évier me semblaient être une armure alors que je les enfilais. Je me suis approché de la poubelle avec la révérence prudente d'une archéologue approchant un site de fouille. À l'intérieur, mon vase reposait sur du marc de café et les contenants à emporter de la veille. Une traînée de sauce orange peignait un côté comme une blessure. Mes mains tremblaient alors que je le sortais, le berçant contre ma poitrine malgré les débris qui s'y accrochaient. À l'évier, j'ai travaillé avec la patience d'un conservateur restaurant un chef-d'œuvre. Chaque tampon de papier essuie-tout effaçait l'indignité des ordures, révélant les chrysanthèmes en dessous, toujours vibrants, toujours parfaits, toujours défiants. Pendant que je nettoyais, la voix de ma grand-mère a refait surface de quelque part au fond de ma mémoire. Elle se tenait à son propre évier de cuisine, faisant la vaisselle après un autre dîner de famille où mon grand-père avait qualifié sa peinture de perte de temps. Le monde ne voit que ce que tu leur montres, ma chérie, avait-elle dit, son accent hongrois épais de conviction. Montre-leur des ordures, ils te traiteront comme des ordures. Montre-leur de l'or et regarde-les se démener. J'ai enveloppé le vase dans du papier bulle provenant des fournitures de déménagement que nous n'avions jamais jetées. Chaque couche de protection me semblait être un petit acte de rébellion. Puis je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable. La lueur de l'écran était la seule lumière dans l'appartement, à part la ville qui filtrait par notre fenêtre. Le nom d'Eleanor Morrison est apparu dans article après article. La galeriste de 70 ans avait découvert au moins une douzaine d'artistes qui étaient passés de l'inconnu à la vente de pièces à 6 chiffres. Chaque interview contenait les mêmes thèmes. L'authenticité plutôt que le pédigré, l'émotion plutôt que la technique, l'histoire plutôt que la surface. Dans un article du Times de l'année dernière, elle avait dit « Le meilleur art vient d'une douleur authentique transformée en beauté ». Je peux repérer une œuvre inauthentique de l'autre bout de la pièce, mais la véritable résonance émotionnelle, ça me coupe le souffle. J'ai lu jusqu'à ce que mes yeux brûlent, jusqu'à ce que la ville se calme dans son murmure de 3 heures du matin, jusqu'à ce que je connaisse chaque exposition qu'elle avait organisée, chaque artiste qu'elle avait lancé, chaque citation qu'elle avait donnée sur la découverte de la vérité dans des endroits inattendus. Au moment où les oiseaux ont commencé leur chœur d'avant l'aube, j'avais mémorisé les heures d'ouverture de sa galerie, le nom de son assistant, même le café d'à accent grave côté où elle passait soi-disant ses matinées à examiner les soumissions. Le sommeil semblait impossible,
alors je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain en répétant mon argumentaire. La femme qui me regardait ressemblait à un fantôme de moi-même, les yeux cernés, pâle, les cheveux mous à cause de l'humidité de la nuit. Mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Le vide que j'avais pris l'habitude de voir avait été remplacé par quelque chose de plus vif, de plus affamé. « Madame Morrison », ai-je pratiqué, ma voix rouillée par le manque d'utilisation. « Je m'appelle Stella Brennan. J'ai une pièce qui a été littéralement jetée à la poubelle par quelqu'un qui n'a pas pu reconnaître sa valeur. Mais je pense que vous pourriez voir ce qu'il n'a pas pu voir. Trop désespéré, trop amer. Madame Morrison, je suis une artiste dont le travail explore les thèmes du rejet et de la valeur. Trop prétentieux. Madame Morrison, mon mari a jeté ceci à la poubelle parce que ce n'était pas assez réel. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Direct. Honnête. Le genre d'histoire qui pourrait intriguer quelqu'un qui a bâti sa carrière en trouvant des talents négligés. À 8 heures, j'ai appelé la bibliothèque où je travaillais à temps partiel. Ma voix soigneusement construite pour paraître congestionnée. Ma superviseure, Janet, a à peine écouté mon excuse avant de m'accorder le jour de maladie. Après 3 ans de présence parfaite, j'avais gagné le bénéfice du doute. Le mensonge est venu facilement, étonnamment pour quelqu'un qui avait passé 12 ans à dire la vérité à quelqu'un qui avait menti tout ce temps. Le trajet en métro vers le Upper East Side ressemblait à la traversée d'un autre pays. Mes compagnons de voyage se sont transformés, passant de travailleurs fatigués en chaussures pratiques à des femmes en vêtements de sport de marque se dirigeant vers des studios de fitness de luxe. Au moment où j'ai émergé à la 77e rue, mon manteau usé ressemblait à une enseigne au néon annonçant mon décalage. La galerie Morrison occupait un espace d'angle avec des fenêtres allant du sol au plafond qui transformaient la contemplation de l'art en performance. Même de l'autre côté de la rue, je pouvais voir l'exposition actuelle. D'immenses peintures abstraites qui semblaient vibrer de couleurs et de mouvements. Le gardien de sécurité à l'entrée portait un costume plus beau que tout ce qui se trouvait dans le placard de Dylan. Ses yeux m'ont suivi dès l'instant où je me suis approché, examinant mon manteau au tissu bouloché, mes bottes éraflées, mon sac fourre-tout qui avait connu des jours meilleurs. Je suis passé devant lui sans accorder d'attention à son regard, le menton levé d'une manière qui suggérait que j'avais ma place ici, que ma présence était intentionnelle plutôt que désespérée. L'intérieur de la galerie bourdonnait de ce silence particulier des espaces chers, air climatisé, musique classique subtile, les pas feutrés des quelques visiteurs matinaux examinant déjà les pièces. Eleanor Morrison se tenait près d'une sculpture en bronze au centre de la pièce, ses cheveux argentés tirés en un chignon qui semblait élégant sans effort. Elle portait du noir de la tête aux pieds, col roulé, pantalon, bijoux architecturaux qui auraient pu être de l'art en soie. Ses doigts traçaient les courbes de la sculpture pendant qu'elle parlait doucement dans son téléphone. Quelque chose à propos de la logistique d'expédition et des évaluations d'assurance. J'ai attendu, serrant mon sac fourre-tout avec le vase à l'intérieur, maintenant enveloppé dans ma meilleure écharpe car le papier bulle avait semblé trop bon marché, trop manifestement désespéré pour cet espace. L'écharpe avait appartenu à ma mère, en soie avec un motif d'oiseau qu'elle avait acheté lors de sa lune de miel à Paris. Cela semblait juste, d'une certaine manière, de protéger une pièce de beauté rejetée avec une autre. Eleanor a terminé son appel et s'est tournée, ses yeux se posant sur moi avec une sorte d'évaluation qui ressemblait à une radiographie. Elle a examiné mon manteau, mon sac, ma posture, et quelque chose dans son expression a changé. Pas de la pitié, pas du mépris, mais de la curiosité. « Puis-je vous aider ?» Sa voix portait une autorité adoucie par un intérêt sincère. L'argumentaire répétait ses dissous. À la place, la vérité a jailli, brute et sans phare. Je m'appelle Stella Brennan. Hier soir, mon mari a jeté mon cadeau d'anniversaire à la poubelle parce que ce n'était pas assez réel pour lui. Il est maintenant marié à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui possède une galerie et qui sait apparemment à quoi ressemble le vrai article. Mais je pense que ce que j'ai fait pourrait en fait être quelque chose. Et je me suis souvenu que vous aviez parlé au symposium de la céramique l'année dernière de la recherche d'authenticité dans des endroits inattendus. Le sourcil d'Eleanor s'est légèrement levé. Vous y étiez. 3e rangée, cahier bleu. Vous avez dit que le meilleur art vient d'une émotion authentique, pas d'un sentiment fabriqué. Un petit sourire a joué au coin de sa bouche. Montrez-moi. Mes mains tremblaient alors que je déballais l'écharpe, révélant le vase à la lumière parfaite de la galerie. Les chrysanthèmes semblaient prendre vie,
chaque pétale captant et reflétant la lumière de manière à leur donner l'impression de respirer. Eleanor a tourné 2 fois autour de la pièce, ses doigts planant juste au-dessus de la surface, sans jamais la toucher. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai pris conscience de mon propre rythme cardiaque, de l'air climatisé se déplaçant dans mes poumons, du poids de tout reposant sur ce moment. Finalement, elle a sorti son téléphone, sans jamais quitter le vase des yeux. Marcus, videz la vitrine de la 5e avenue. Nous avons quelque chose de spécial. Mes jambes ont complètement lâché. La chaise en cuir coûteuse du bureau d'Eleanor m'a rattrapé alors que je m'y effondrais. Le chiffre qu'elle venait de prononcer résonnait dans mon crâne comme une cloche frappée trop fort. 170 000 $ pour quelque chose qui se trouvait dans ma poubelle 12 heures auparavant. J'ai besoin que vous compreniez à quoi nous avons affaire ici, a dit Eleanor, s'installant derrière son bureau en verre avec la grâce habituée de quelqu'un qui a déjà annoncé des nouvelles qui changent une vie. Il ne s'agit pas seulement de la compétence technique, même si votre technique d'émaillage est véritablement révolutionnaire. La façon dont vous avez superposé les couleurs pour créer de la profondeur, comment les chrysanthèmes semblent à la fois fleurir et se faner. C'est du travail de qualité musée. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Qualité musée. La même pièce que Dylan avait jetée dans notre poubelle de cuisine sans une seconde pensée. Eleanor a continué, les doigts joints alors qu'elle m'étudiait. Mais ce qui rend cela vraiment précieux, c'est l'histoire. La vision artistique d'une femme littéralement jetée par un homme qui ne pouvait pas reconnaître la maîtrise quand il la tenait entre ses mains. Les collectionneurs qui achètent ici, ils n'achètent pas seulement de l'art. Ils achètent du sens, un récit, une revanche. Votre vase est l'étroit. Elle a tourné l'écran de son ordinateur vers moi, montrant une maquette de la vitrine. Le vase serait seul sur un piédestal blanc. Des projecteurs dramatiques créant des ombres qui rendaient les chrysanthèmes tridimensionnels. En dessous, une plaque dorée avec un texte qui m'a coupé le souffle. Chrysanthème pour l'aveugle. Une étude sur le génie méprisé. Mise à prix, 170 000 $. Nous l'installerons d'ici demain matin, a dit Eleanor, tapant déjà quelque chose sur son téléphone. Marcus s'occupera de l'éclairage. J'écrirai personnellement l'histoire de la pièce pour notre catalogue. Tous les grands collectionneurs de la ville en entendront parler d'ici la fin de la semaine. J'ai signé des papiers dans un état second, ma signature semblant étrangère sur des documents qui contenaient plus de zéros que je n'en avais jamais vu associés à mon nom. Eleanor m'a assigné une personne de liaison, une jeune femme nommée Catherine, qui gérerait toutes les communications et me tiendrait au courant de l'intérêt pour la pièce. Elle m'a tendu une carte de visite avec le logo de la galerie en relief doré. Mon nom déjà ajouté en tant qu'artiste vedette en dessous. Le trajet de retour en métro était surréaliste, comme si je me déplaçais dans un rêve où les choses familières avaient pris de nouvelles dimensions étranges. Je serrais si fort la carte de visite qu'elle laissait des empreintes dans ma paume. Au moment où j'ai atteint mon arrêt, mon téléphone a commencé son assaut. La première notification est venue de ma cousine du New Jersey. Un message Facebook avec 14 points d'exclamation. Est-ce ton vase dans la vitrine de la galerie Morrison? En pièce jointe, une photo clairement prise à travers la vitre. L'exposition était encore plus magnifique que la maquette ne le laissait supposer. L'éclairage faisait briller mes chrysanthèmes comme s'ils contenaient leur propre feu. En moins d'une heure, mon téléphone est devenu inutilisable. Des connaissances du lycée à qui je n'avais pas parlé depuis 15 ans se sont soudainement souvenus que nous étions les meilleurs amis du monde. Des parents éloignés ont émergé de la dormance des réseaux sociaux pour me féliciter de mon succès. Mon ancienne professeure de poterie, Madame Chin, a envoyé une photo d'elle-même debout devant la vitrine, les larmes coulant sur son visage, accompagnée d'un long message sur le fait qu'elle avait toujours su que j'étais spécial, qu'elle avait vu mon potentiel dès le premier jour. Intéressant, considérant qu'elle avait passé 2 ans à me dire que ma technique était trop peu conventionnelle, que je devais suivre les méthodes établies si je voulais réussir. Puis le nom de Dylan est apparu sur mon écran. Un SMS, puis un autre en succession rapide. À quel genre de jeu joues-tu, Stella? C'est complètement inapproprié. Tu dois retirer ça immédiatement. Ça affecte ma réputation professionnelle. Réponds à ton téléphone. 17 appels manqués se sont accumulés pendant que j'étais assise à ma table de cuisine, mangeant des céréales directement de la boîte, regardant mon téléphone s'allumer comme une ligne d'urgence. J'ai fait une capture d'écran de chaque message, de chaque notification d'appel manqué, créant un enregistrement numérique de sa panique. Mais je n'ai pas répondu, pas un seul mot.
À la place, j'ai ouvert Instagram où la situation avait déjà explosé au-delà de ma compréhension. Quelqu'un avec 2 millions d'abonnés avait posté une photo d'elle-même devant la vitrine de la galerie avec la légende « Cette reine a jeté son art à la poubelle et maintenant il vaut 170 000 $. Connaissez votre valeur, mesdames. Les hashtags se sont multipliés comme des cellules se divisant. L'histoire s'était déjà métamorphosée, les détails changeant à chaque récit. Certains posts affirmaient que Dylan avait brûlé mes œuvres précédentes. D'autres disaient qu'il avait ri en le jetant. Un compte particulièrement créatif insistait sur le fait qu'il avait essayé de le voler une fois qu'il avait appris sa valeur. La vérité, qu'il l'avait simplement rejeté comme étant sans importance, semblait insuffisante pour la fin de drame d'Internet. Mon téléphone a de nouveau sonné, mais cette fois c'était ma mère qui appelait de Floride. J'ai fixé sa photo de contact prise il y a 3 Noëls, quand nous avions tous fait semblant d'être une famille heureuse, avant de répondre. Stella, ma chérie, je regarde une photo de ton vase sur Facebook. Est-ce que c'est vrai? Est-ce vraiment ta pièce? Sa voix portait un mélange de fierté et de douleur qui m'a serré la poitrine. C'est vrai, maman. Pourquoi ne m'as-tu rien dit de tout ça? Les problèmes avec Dylan, ton art dans une galerie. J'ai dû l'apprendre par le post Facebook de la cousine Rita. L'accusation dans sa voix était justifiée. J'avais passé 2 ans à trouver des excuses pour manquer les réunions de famille, prétextant des conflits de travail alors qu'en réalité, je ne supportais pas de prétendre que tout allait bien, pendant que Dylan devenait de plus en plus distant et Amelia de plus en plus méprisante. Je ne savais pas comment l'expliquer, ai-je dit doucement. Comment dire à sa mère que son mari est marié à quelqu'un d'autre depuis 6 mois? Que sa propre fille la considère comme une source d'embarras. Le silence s'est étiré à travers les kilomètres qui nous séparaient. Finalement, elle a parlé, la voix étranglée par l'émotion. Tu lui dis la vérité. Tu la laisses t'aider. Tu ne portes pas ça toute seule. Parfois, on ne sait pas qu'on se noie jusqu'à ce que quelqu'un vous lance une bouée de sauvetage, ai-je dit, les mots sortant plus philosophiques que prévu. Une autre longue pause. Je pouvais l'entendre respirer. Je pouvais l'imaginer dans sa cuisine ensoleillée de Floride avec les murs jaunes qu'elle avait peints elle-même, entourée de ses propres œuvres d'art que papa avait toujours appelées ses petits projets. Je réserve un vol, a-t-elle dit finalement, pour la vente aux enchères. Quoi qu'il arrive, tu ne seras pas seul pour ça. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans l'obscurité grandissante de mon appartement. Le téléphone s'allumait toujours avec des notifications que je ne prenais plus la peine de lire. Il y a 3 jours, j'étais invisible. Mon travail jugé littéralement comme un déchet par la personne qui était censée le valoriser le plus. Maintenant, des étrangers m'appelaient reine, partageant mon histoire comme si c'était leur propre victoire, transformant mon humiliation en leur inspiration. La transformation semblait trop rapide, trop surréaliste, comme un coup du lapin émotionnel qui me laissait étourdi et désorienté. Mon vase était dans une vitrine sur la 5e avenue, valant plus que ce que Dylan gagnait en 1 an, et j'étais assise seule à manger des céréales sèches dans un appartement qui sentait encore faiblement le dîner d'anniversaire que personne n'avait voulu. La boîte de céréales était vide sur mon comptoir quand on a frappé sèchement à la porte le jeudi soir. À travers le Judas, j'ai vu le visage de Dylan, rouge et en colère, avec une femme derrière lui qui ne pouvait être que Hazel. Elle se tenait comme quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. Ses lunettes architecturales reflétaient les néons crus du couloir. Sa robe noire si parfaitement minimaliste qu'elle coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. J'ai ouvert la porte lentement, délibérément, les laissant attendre une seconde de plus avant de croiser le regard de Dylan. Il est entré en me bousculant, sans y être invité. Le geste était si familier qu'il m'a presque fait rire. 12 ans de mariage et il se déplaçait toujours dans l'espace comme s'il en était le propriétaire. « Tu dois arrêter ça », a-t-il dit, la voix tendue par une fureur à peine contrôlée. Quel que soit le jeu auquel tu joues, ça s'arrête maintenant. Hazel l'a suivi, ses talons claquant contre mon parquet usé avec une précision chirurgicale. Elle a inspecté mon appartement avec le genre d'évaluation rapide qui cataloguait et rejetait tout en quelques secondes. Les meubles dépareillés, la tache d'eau au plafond, la pile de livres de bibliothèque sur ma table basse. Je l'ai regardé classer tout cela comme une preuve de mon insignifiance. « Madame Brennan », a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une douceur qui pourrait carrier les dents. Je suis Hazel Morrison. Je crois qu'il y a eu un malentendu au sujet de votre projet de bricolage. Projet de bricolage. Les mots flottaient dans l'air entre nous, calculés pour me rabaisser,
pour me remettre à ce qu'elle considérait être ma place. Cette femme qui avait volé mon mari, qui avait acheté l'affection de ma fille avec des vêtements de créateur, qui possédait une galerie mais qui, d'une manière ou d'une autre, ne pouvait pas reconnaître un véritable art lorsque son nouveau mari le jetait à la poubelle. Il n'y a pas de malentendu, ai-je dit, restant près de la porte, refusant d'avancer plus loin dans ma propre maison. La pièce est dans la galerie d'Eleanor Morrison. L'enchère commence à 170 000 $. 3 collectionneurs ont déjà soumis des offres souples scellées au-dessus de ce montant. La mâchoire de Dylan s'est crispée. As-tu la moindre idée de ce que cela fait à la réputation de Hazel? Les gens appellent sa galerie, demandant si elle est la femme qui a épousé l'homme trop stupide pour reconnaître une œuvre d'art de valeur. Ils remettent en question son jugement, son œil pour le talent. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu la servir pour le dîner. J'ai sorti mon téléphone, glissant jusqu'à l'email arrivé ce matin. En parlant de réputation, ai-je dit en leur tendant l'écran, le Guggenheim aimerait présenter mon vase dans leur prochaine exposition sur les artistes femmes négligées. Ils l'appellent une pièce déterminante de l'art céramique contemporain. Le visage de Hazel est devenu pâle sous son fond de teint parfait. Elle a tendu la main vers le téléphone, mais je l'ai retiré, ne voulant pas la laisser toucher même cette petite partie de ma nouvelle réalité. Son sang-froid s'est légèrement fissuré, révélant quelque chose de désespéré en dessous. Cette pièce ne vaut pas autant d'argent, a-t-elle insisté, sa voix perdant son enrobage mielleux. C'est clairement un coup de publicité alimenté par la rancune. Vous vous ridiculisez. L'accusation aurait pu me piquer si elle venait de quelqu'un dont l'opinion comptait. De quelqu'un qui n'avait pas participé au démantèlement de ma vie pièce par pièce. Mais de la part de Hazel, debout dans mon appartement portant mon mari comme un accessoire, les mots étaient un bruit dénué de sens. Me ridiculiser, ai-je répété, laissant l'absurdité de la déclaration flotter dans l'air. Je ne suis pas celle qui n'a pas réussi à reconnaître une œuvre d'art à 170 000 $ tout en prétendant être galeriste. Je ne suis pas celle qui a convaincu un homme marié d'abandonner sa famille pour quelqu'un qui ne peut pas faire la différence entre les ordures et un trésor. C'est là que j'ai remarqué un mouvement dans le couloir. Amelia se tenait juste devant la porte, planant sur le seuil comme si elle avait peur d'entrer complètement. Elle semblait plus petite, d'une certaine manière, incertaine d'une façon que je n'avais pas vue depuis qu'elle était beaucoup plus jeune. La veste de créateur qui avait semblé si importante il y a quelques jours semblait maintenant la plomber. Maman. Sa voix était douce, presque perdue. Est-ce que ça vaut vraiment autant? Pour la première fois depuis des mois, elle ressemblait à ma fille plutôt qu'à l'allié de Dylan. La confiance qu'elle avait portée comme une armure quand elle s'était moquée de mon cadeau s'était évaporée, remplacée par quelque chose qui aurait pu être du regret. L'offre souplie scellée la plus élevée est actuellement de 210 000 $, ai-je dit, en gardant ma voix stable. Factuel. La vente aux enchères a lieu mardi. Les yeux d'Amelia s'écarquillèrent, passant de Dylan à moi comme si elle nous voyait tous les deux pour la première fois. Le calcul était assez simple pour qu'une jeune de 16 ans le comprenne. Son père avait jeté plus d'argent que la plupart des gens ne voient dans une vie. Il avait déclaré sans valeur quelque chose que les experts se battaient pour posséder. Dylan a remarqué sa présence et sa tactique a immédiatement changé. C'est de ça que je parle, Stella. Tu humilies notre fille. Ses amis à l'école parlent tous de ça. Tu affectes sa vie avec cette démonstration vengeresse. La manipulation était si transparente qu'elle en était presque insultante. Utiliser Amelia comme bouclier, brandir l'inquiétude parentale alors qu'il l'avait emmenée célébrer avec sa nouvelle femme la nuit où il avait jeté mon cadeau. Je réussis publiquement, ai-je dit, ma voix claire et stable. Tu t'es humilié en privé quand tu as décidé que quelque chose fait avec amour n'avait aucune valeur. J'ai juste donné au monde une chance de ne pas être d'accord avec ton évaluation. Hazel s'est avancée, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Soyez raisonnable. Cela nous affecte tous. Nous pourrions trouver un arrangement, peut-être présenter une partie de votre travail dans ma galerie, vous donner une représentation légitime. L'offre était si absurde que j'ai éclaté de rire. Vous voulez me représenter après que votre mari a jeté mon travail à la poubelle? Après que vous ayez convaincu ma fille que mon art était sans valeur. Je n'ai pas, Amelia a commencé, puis s'est arrêtée, son visage se crispant légèrement. Je ne savais pas, ces 3 mots portaient plus de poids que n'importe quelle excuse n'aurait pu le faire. Elle ne savait pas parce qu'elle n'avait pas pris la peine de regarder. Elle avait été si éblouie par le monde de créateur de Hazel, par la promesse de choses chères et de relations dans les galeries,
qu'elle avait oublié qui lui avait appris à mélanger les couleurs quand elle avait 3 ans, qui lui avait montré comment trouver la beauté dans les choses ordinaires. La Rolex, ai-je dit soudainement, regardant le poignet de Dylan où la montre brillait sous l'éclairage bon marché de mon appartement. Le cadeau à 18 000 $ de votre nouvelle femme. Est-elle au moins réelle? Le visage de Hazel a rougi, un aveu si évident qu'il répondait à la question sans mots. La main de Dylan s'est instinctivement déplacée pour couvrir la montre, son expression passant de la colère à l'incertitude. Ce n'est pas pertinent, a-t-il dit, mais sa voix avait perdu son tranchant. Ah non, ai-je demandé. Tu as jeté de l'art authentique pour une fausse montre. Cela me semble tout à fait pertinent. Ils sont partis après ça, leur sortie moins dramatique que leur entrée. Dylan a marmonné quelque chose à propos d'avocats et de dommages et intérêts. Les talons de Hazel claquaient avec moins d'assurance, et Amelia s'est attardée dans l'embrasure de la porte un long moment. Quelque chose dans ses yeux avait changé, une reconnaissance peut-être de ce dont elle s'était moquée, de ce qu'elle avait rejeté, de ce qu'elle avait jeté avec son père. Après que la porte se soit refermée, je suis resté dans mon appartement vide, entouré des échos de leur visite, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Pas tout à fait la paix, mais la clarté. Le genre qui vient quand on tient bon alors que tout en soi veut s'effondrer. Mardi matin est arrivé avec une pluie hors saison qui a transformé Manhattan en une aquarelle à travers ma fenêtre. Ma mère était assise à ma table de cuisine, arrivée de Floride la veille au soir, sa présence à la fois réconfortante et étrange dans l'appartement où j'avais caché mon mariage raté pendant si longtemps. Elle tenait son café à 2 mains, m'étudiant par-dessus le bord avec des yeux qui voyaient trop de choses. « Tu as l'air différente », a-t-elle dit doucement. Plus forte. Je voulais lui dire que la force n'était que de l'épuisement maquillé. Mais à la place, j'ai lissé la robe noire que j'avais achetée la veille avec ma carte de crédit. Un petit acte de foi que ce jour changerait tout. La robe coûtait plus que ce que je dépensais habituellement en vêtements en 6 mois, mais elle me semblait être l'armure dont j'avais besoin pour ce qui allait arriver. La galerie Morrison s'était transformée pour la vente aux enchères. Des rangées de chaises en velours faisaient face à une estrade où Eleanor dirigerait la vente. Mon vase était posé sur un piédestal à côté du podium, éclairé par un projecteur comme un artiste attendant son entrée en scène. Les chrysanthèmes semblaient vibrer de vie sous les lumières, et je devais me rappeler que c'était réel, que la pièce que j'avais sortie des ordures allait être vendue au plus offrant. Ma mère a serré ma main alors que nous prenions place dans la dernière rangée. Ses doigts étaient chauds et fermes, manquant alors que la pièce se remplissait de gens dont les bijoux coûtaient probablement plus que mon salaire annuel. Des femmes en vêtements de créateurs discrets qui chuchotaient plutôt que de crier leur prix. Des hommes en costume qui leur allaient comme une seconde poée, dispersés, des journalistes avec des carnets et des photographes ajustant leurs objectifs. Eleanor a pris le podium avec l'assurance de quelqu'un qui a fait cela des centaines de fois. Elle a parlé de mon vase avec révérence, décrivant la maîtrise technique de l'émaillage, la résonance émotionnelle des fleurs capturées entre la floraison et le déclin. Puis elle a raconté l'histoire, avec soin, diplomatiquement, mais avec suffisamment de détails pour que tout le monde comprenne. Cette pièce avait été jetée par quelqu'un qui n'avait pas su reconnaître sa valeur. Elle avait été sauvée, nettoyée de ses ordures, et lui avait été apportée par une artiste qui refusait que le rejet soit le dernier mot. Nous ouvrons les enchères à 170 000 $, a annoncé Eleanor. Une palette s'est immédiatement levée de la 2e rangée, puis une autre de la 5e. Les chiffres ont grimpé à une vitesse vertigineuse. 175, 180. 185. La prise de ma mère sur ma main s'est resserrée à chaque augmentation. À 190 000 $, une femme de la 3e rangée a levé sa palette avec une détermination particulière. Elle avait peut-être 50 ans, des cheveux gris acier et un visage qui suggérait qu'elle avait mené des batailles et les avait gagnées. Ses yeux ne quittaient jamais mon vase alors qu'elle continuait à enchérir contre 2 autres collectionneurs. 200 000 $, a annoncé Eleanor alors que sa palette se levait à nouveau. 205 000 $. 210 000 $. À 220 000 $, quelqu'un d'autre est entré dans l'enchère, et les épaules de la femme aux cheveux gris se sont légèrement affaissées alors qu'elle était surenchérie. Pendant la brève pause qu'Eleanor a accordée pour permettre aux enchérisseurs sérieux de considérer leurs limites, la femme m'a trouvé dans la dernière rangée. Je voulais que vous sachiez, a-t-elle dit, la voix chargée d'émotion. Voir votre pièce dans cette vitrine m'a sauvé. Elle s'est assise sur la chaise vide à côté de moi, sans y être invitée, mais bienvenue. Je suis en plein divorce, 23 ans de mariage, et mon mari ne cesse de dire aux avocats que mon travail associatif n'est qu'un passe-temps coûteux.
Que le refuge que j'ai construit à partir de rien, qui héberge 40 femmes par nuit, n'est que quelque chose que je fais pour passer le temps. Ses yeux se sont remplis de larmes qu'elle n'a pas essayé de cacher. Quand j'ai lu l'histoire de votre vase, comment il est passé de la poubelle au trésor, j'ai enfin compris. La valeur a toujours été là. Elle n'avait pas besoin de sa reconnaissance pour exister. Cette nuit-là, j'ai déposé les papiers que j'avais eu trop peur de soumettre. Elle m'a serré la main une fois fermement, puis est retournée à sa place alors qu'Eleanor rappelait la salle à l'ordre. L'enchère a repris avec une intensité renouvelée. 2 nouveaux enchérisseurs étaient entrés pendant la pause, faisant grimper le prix au-delà de $220 000, puis $230 000. L'offre gagnante est venue d'une femme au premier rang qui avait attendu la toute fin pour lever sa palette. $237 000, a annoncé Eleanor, et la salle a éclaté en applaudissements lorsque le marteau est tombé. L'acheteuse était Judith Hartley, une héritière du pétrole de Houston connue pour sa collection d'art féministe. Elle s'est approchée de moi après la vente, des larmes coulant sur son visage parfaitement maquillé, me saisissant les mains avec une force surprenante. 3 mariages, a-t-elle dit sans préambule. 3 hommes qui m'ont dit que mes intérêts étaient des passe-temps. Mon premier mari a dit que mes peintures étaient des projets de bricolage. Mon deuxième a dit que ma poésie était auto-indulgente. Mon troisième a qualifié ma philanthropie de déduction fiscale avec des illusions de grandeur. Elle m'a attiré dans une étreinte qui sentait le parfum cher et la détermination. J'ai passé 20 ans à collectionner l'art de femmes à qui on a dit qu'elles n'étaient pas de vrais artistes. Votre vase n'est pas seulement de la céramique et de l'émail. C'est un monument à chaque femme dont la valeur n'a pas été reconnue, dont les contributions ont été rejetées, dont l'amour a été traité comme sans valeur. Judith m'a relâché mais a gardé mes mains. Cette pièce sera la pièce maîtresse de ma collection. Et chaque fois que quelqu'un posera des questions à son sujet, je lui dirai exactement d'où elle vient. De la poubelle d'un homme trop aveugle pour voir un trésor. Eleanor a géré la presse avec une expertise rodée, s'assurant que chaque journaliste comprenait le parcours de la pièce, des ordures à une vente de près d'1/4 million de dollars. Le nom de Dylan n'a jamais été mentionné directement, la courtoisie professionnelle empêchant ce niveau d'exposition, mais tout le monde dans notre cercle social le saurait. L'histoire était trop spécifique, trop unique pour être celle de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré avec un message de Margaret, mon élève en poterie. Une photo d'elle debout au Metropolitan Museum à côté d'une de ses pièces de broderie récemment acquises de la succession de son défunt mari. Il disait que mon travail était idiot, disait son message. Le musée a payé 2 millions pour de l'idiotie. Je viens de voir les nouvelles de votre vente aux enchères. Nous formons une sacrée paire, n'est-ce pas? Créant des trésors pour des hommes qui ne pouvaient pas voir au-delà de leurs propres limites. J'ai montré le message à ma mère, qui l'a lu 2 fois avant de parler. Ta grand-mère aurait adoré ça, a-t-elle dit doucement. Elle est morte en croyant que ses peintures ne valaient rien parce que c'est ce qu'on lui avait dit. Mais toi, tu as prouvé que la vérité finit toujours par faire surface. Catherine, de la galerie, s'est approchée avec des papiers et un chèque qui allaient tout changer, non seulement financièrement, mais fondamentalement. Après la commission de la galerie, je recevrai assez pour tout recommencer, pour ne plus jamais rester dans une relation parce que je ne pouvais pas me permettre de partir. Pour ne plus jamais accepter l'évaluation de ma valeur par quelqu'un d'autre. La pluie avait cessé lorsque nous avons quitté la galerie. Le soleil a percé les nuages, transformant les rues mouillées en miroirs qui reflétaient la ville sur elle-même. Ma mère m'a pris le bras alors que nous marchions, et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de me noyer. Le chèque a été encaissé un jeudi matin, et le vendredi après-midi, je me tenais au centre d'un studio ensoleillé à Brooklyn, les clés lourdes dans ma main. L'agent immobilier était déjà parti, et j'étais seul avec 200 mètres carrés de possibilités. Des fenêtres s'étendaient du sol au plafond sur tout le muret, inondant l'espace du type de lumière naturelle dont je n'avais fait que rêver dans notre appartement exigu de Manhattan. Les sols en béton étaient éclaboussés de peintures de l'ancien locataire, un peintre abstrait qui avait déménagé à Paris. Je ne voyais pas ces taches comme des défauts, mais comme la preuve que l'art avait vécu ici avant et vivrait ici à nouveau. Le camion de déménagement est arrivé avec mes quelques biens, semblant presque embarrassé par l'immensité de l'espace. Mon tour de potier, sauvé du débarras du centre communautaire où je le gardais, a pris sa place près des fenêtres. L'établi dont Dylan s'était toujours plaint, disant qu'il encombrait notre salle à manger, avait enfin de la place pour respirer. J'ai disposé mes outils sur les étagères industrielles que j'avais achetées ce matin-là. Chaque objet trouvant sa place pour la première fois depuis des années. En une semaine,
les demandes de commandes ont submergé ma boîte de réception. Catherine de la galerie Morrison les transférait avec une excitation à peine contenue. Un dirigeant de la tech à San Francisco voulait une série de bols qui capturaient les étapes du deuil. Une chaîne d'hôtels s'est renseignée sur des pièces personnalisées pour leurs propriétés de luxe. Un musée à Boston a demandé si j'envisagerais d'enseigner une masterclass. L'objet de l'email qui m'a fait éclater de rire venait de quelqu'un qui s'identifiait uniquement comme une camarade survivante. J'ai besoin de quelque chose de beau qui soit né des ordures. Fixez votre prix. J'ai embauché un assistant nommé Marcus, un jeune diplômé d'une école d'art qui abordait la poterie avec la révérence de quelqu'un entrant dans une cathédrale. Il s'occupait du côté commercial, de la planification des fournitures, de la correspondance, pendant que je me concentrais sur la création. L'ironie d'avoir besoin d'aide pour gérer ce que Dylan avait rejeté comme mon petit passe-temps ne nous a pas échappé. 3 semaines après le début de ma nouvelle vie, Amelia est apparue à ma porte un samedi après-midi. Elle se tenait là, tenant un sac de course, sa posture incertaine, comme si elle avait besoin d'une permission pour entrer dans cet espace qui représentait ma vie sans elle et son père. La veste de créateur n'était nulle part en vue. À la place, elle portait un jean et un vieux pull que je me souvenais lui avoir acheté il y a 2 ans. Maman. Sa voix était plus douce que je ne l'avais entendue depuis des mois. Je peux entrer? J'ai posé le bol que j'étais en train d'émailler et j'ai vraiment regardé ma fille pour la première fois depuis le désastre de l'anniversaire. Elle semblait diminuer d'une certaine manière, comme si elle avait porté un poids qui s'était finalement avéré trop lourd. J'ai hoché la tête et elle est entrée lentement, observant l'espace avec de grands yeux. C'est incroyable, a-t-elle dit, se dirigeant vers les fenêtres où la lumière de l'après-midi dorait ses cheveux. Tu as fait tout ça? La vente aux enchères a fait ça, ai-je corrigé, mais doucement. Elle s'est tournée vers moi, et j'ai vu des larmes menacées au coin de ses yeux. Papa et Hazel se disputent tout le temps maintenant. Elle n'arrête pas de lui dire qu'il n'a aucun œil pour la valeur, qu'il ne reconnaîtrait pas la qualité si elle le mordait. Elle mentionne ton vase dans chaque dispute. Amelia s'est assise sur le tabouret à côté de mon tour, le sac de course sur ses genoux. La semaine dernière, papa a essayé de faire réviser sa Rolex. Celle que Hazel lui a donnée. Le magasin lui a dit qu'elle était fausse. Une très bonne contrefaçon, mais une contrefaçon. Il est rentré à la maison et ils ont eu une énorme dispute. Elle a admis qu'elle l'avait acheté en ligne à un type qui vend des répliques. L'ironie était si parfaite qu'elle semblait scénarisée. La femme qui prêchait la vraie valeur, qui possédait une galerie, qui avait convaincu Dylan que mon travail authentique était sans valeur, lui avait offert un cadeau contrefait. Je voulais me sentir vengé, mais j'étais surtout triste pour nous tous, pris dans cette toile de la valeur perçue contre la valeur réelle. Je t'ai apporté quelque chose, a dit Amelia, sortant la veste de créateur de son sac. Je veux la rendre. Tout. Les vêtements, les bijoux, tout ce qu'elle m'a acheté. Ça me semble mal maintenant, comme si on m'achetait. Elle a soigneusement plié la veste et l'a mise de côté, puis m'a regardé avec des yeux qui me rappelaient la petite fille qui m'aidait à peindre des cartes d'anniversaire à notre table de cuisine. Peux-tu m'apprendre la poterie? Je veux apprendre à faire quelque chose de vrai. L'article du Times est paru ce dimanche-là, avec une double page dans la section des arts. Le titre disait « De la poubelle au trésor, quand le divorce devient de l'art », accompagné d'une photo que Catherine avait prise de moi à mon nouveau tour. Mes mains étaient couvertes d'argile, mon expression concentrée mais paisible, et la lumière de ses fenêtres faisait tout briller. L'article racontait mon histoire sans mentionner le nom de Dylan, mais incluait suffisamment de détails pour que quiconque nous connaissant comprenne. Le cabinet d'avocats de Dylan, selon Amelia, lui avait fortement suggéré de prendre un congé jusqu'à ce que l'attention médiatique se calme. La galerie de Hazel avait vu une baisse de 40% de sa fréquentation, plusieurs artistes demandant le retour de leurs œuvres. Le monde de l'art, semblait-il, n'appréciait pas quelqu'un qui ne reconnaissait pas une œuvre de valeur, surtout quand cette personne se prétendait experte. J'ai positionné Amelia autour, plaçant ses mains sur l'argile exactement comme mon professeur avait positionné les miennes des années auparavant. La première chose à apprendre est le centrage, lui ai-je dit. Tout dépend de la recherche du centre. Elle a eu du mal au début, l'argile vacillant et menaçant de s'envoler du tour. Mais peu à peu, avec une patience que je ne lui connaissais pas, elle a trouvé le rythme. L'argile s'est lissée sous ses paumes, montant et descendant avec sa respiration. Ton vase était magnifique, a-t-elle dit doucement, les yeux fixés sur l'argile qui tournait.
Je le savais ce soir-là. C'est juste que je voulais tellement faire partie de leur monde. Les vernissages, les choses chères, le sentiment d'être sophistiqué. Je pensais que c'était à ça que ressemblait le succès. À quoi ça ressemble maintenant, ai-je demandé. Elle a regardé autour du studio, la lumière de l'après-midi peignant des rayures dorées sur le sol en béton, les étagères contenant mon nouveau travail, l'espace que j'avais revendiqué comme étant entièrement le mien. À ça, a-t-elle dit simplement. Ça ressemble à ça. J'ai guidé ses mains alors que l'argile commençait à prendre forme. Un simple bol émergeant de l'informe. Les excuses sont comme les émaux, lui ai-je dit, me souvenant de quelque chose que ma grand-mère disait. Elles fonctionnent mieux lorsqu'elles sont appliquées avec une intention sincère et au bon moment. Est-ce que c'est mon cas, a-t-elle demandé, vulnérable d'une manière qui me serrait le cœur. Est-ce que mon timing est bon? Je lui ai touché doucement l'épaule, sentant la tension qu'elle avait portée commencer à se relâcher. Ton timing, ai-je dit, regardant ses mains trouver leur propre rythme sur l'argile. Est parfait. L'argile du premier bol d'Amélia avait séché, et nous étions assises ensemble dans un silence confortable alors que je lui montrais comment le préparer pour le four. 6 mois s'étaient écoulés depuis cet après-midi où elle m'avait demandé pour la première fois de lui enseigner, et le changement en nous deux semblait profond. Le studio était devenu notre sanctuaire, un endroit où nous reconstruisions non seulement notre relation, mais nous-mêmes. L'invitation est arrivée un mardi matin. L'écriture élégante d'Eleanor sur du papier cartonné crème. Votre exposition personnelle, avait-elle écrit. 23 pièces. Montrons au monde à quoi ressemble le fait de renaître de ses cendres. Je l'ai lu 3 fois avant que les mots ne semblent réels. Ma propre exposition à la Galerie Morrison, le même espace où mon vase s'était vendu pour plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Les mois de préparation se sont déroulés dans un flou de création. Chaque pièce explorait un aspect différent du rejet et de la reconnaissance, de la valeur et du mérite. Une série d'assiettes qui semblaient cassées jusqu'à ce qu'on regarde de plus près et qu'on voit comment les fissures formaient des motifs de fleurs. Des bols qui semblaient contenir des tempêtes, émaillés de couleurs qui passaient du désespoir à l'espoir selon l'angle de vue. Et au centre de tout cela, prêté par la collection de Judith Hartley, et maintenant assuré pour un $2 million, le vase aux chrysanthèmes qui avait tout déclenché. Le soir du vernissage est arrivé avec un temps d'automne parfait qui donnait à New York des allures de décor de cinéma. Amélia se tenait à côté de moi à l'entrée de la galerie, portant une simple robe bleu marine qu'elle avait achetée avec l'argent de son travail à temps partiel dans une librairie locale. 3 semaines plus tôt, elle avait rendu tout ce que Hazel lui avait donné, emballant chaque article avec soin avec une note qui disait simplement « Je préfère les choses avec une valeur authentique ». « Tu es prête pour ça ?» a-t-elle demandé en me serrant la main alors que les premiers invités commençaient à arriver. Non, ai-je admis, regardant la galerie se remplir de collectionneurs, de critiques, de journalistes et d'observateurs curieux. Mais j'ai appris qu'être prête est surestimé. Ma mère était de nouveau venue de Floride, cette fois en amenant ma sœur que je n'avais pas vue depuis 2 ans. Elle se tenait près de la vitrine, ma mère expliquant à qui voulait bien l'entendre qu'elle avait toujours su que je réussirais, oubliant commodément les années où elle me suggérait de trouver une carrière plus stable. Mais je ne me souciais pas de cette révision. Elle était là, et cela importait plus que l'exactitude. Eleanor a attiré l'attention de la salle pour le toast d'ouverture, sa coupe de champagne captant la lumière alors qu'elle la levait haut. Il y a 6 mois, a-t-elle commencé, sa voix portant jusqu'au moindre recoin de l'espace bondé. Une femme est entrée dans cette galerie avec un vase enveloppé dans une écharpe. Ce vase avait été jeté à la poubelle par quelqu'un qui ne pouvait pas reconnaître sa valeur. Ce soir, nous célébrons non seulement l'art, mais l'artiste qui a prouvé que les déchets d'une personne sont parfois un chef-d'œuvre, attendant les bons yeux pour le voir. La foule a murmuré son approbation, les verres se levant en réponse. L'œuvre de Stella Brennan nous rappelle que nous devrions tous apprendre à reconnaître la valeur quand elle se présente à nous, a poursuivi Eleanor, surtout quand elle porte des cadeaux du cœur. Trop souvent, nous rejetons ce qui est fait avec amour en faveur de ce qui vient avec une étiquette de prix. Son parcours de cette poubelle à cette galerie est un témoignage du pouvoir de croire en sa propre valeur, même quand personne d'autre ne le fait. Les applaudissements qui ont suivi étaient physiques, m'envahissant de la chaleur que je me souvenais de mes fours. La main de ma mère a trouvé mon épaule, la serrant avec le genre de fierté qui n'avait pas besoin de mots, qui transcendait les années d'incompréhension entre nous. C'est là que je l'ai vue, à travers les fenêtres du sol au plafond, de l'autre côté de la rue, dans l'ombre d'une devanture de magasin fermé. Dylan se tenait seul. Il portait un de ses costumes chers,
la vraie Rolex brillant à son poignet sous le lampadaire. Son visage portait une expression que je n'avais jamais vue pendant notre mariage. Une reconnaissance authentique de la perte, pas la frustration boudeuse d'avoir eu tort, mais la compréhension plus profonde d'avoir jeté quelque chose d'irremplaçable. Pendant un instant, nos regards se sont croisés à travers la vitre, la foule et les années de douleur accumulées. J'ai attendu la vague de satisfaction, le plaisir vengeur de le voir assister à mon succès, mais elle n'est jamais venue. À la place, j'ai ressenti quelque chose de plus léger, de plus pur. Je lui ai offert le plus petit des hochements de tête. Pas le pardon, pas une invitation, juste la reconnaissance qu'il avait joué son rôle pour m'amener ici. Puis je me suis retourné vers mon monde, vers les gens qui célébraient mon travail, vers la vie que j'avais construite sur les ruines de ce qu'il avait détruit. Marcus est apparu à mon coude, tablette à la main, contenant à peine son excitation. 3 pièces vendues dans les 20 premières minutes, a-t-il murmuré. Les eboles de tempête sont allés à une collectionneuse de Chicago. Elle a dit qu'il capturait parfaitement son divorce. À la fin de la soirée, l'exposition était entièrement vendue. 23 pièces trouvant de nouvelles maisons chez des gens qui comprenaient leur valeur, qui voyaient la beauté dans les fissures et la force dans les imperfections. Les demandes de commandes remplissaient ma boîte de réception plus vite que Marcus ne pouvait les documenter. Des réservations s'étendant jusqu'à l'année suivante et au-delà. Alors que la foule commençait à se disperser, Judith Hartley s'est approchée, les larmes aux yeux. Elle se tenait devant le vase aux chrysanthèmes, la main appuyée sur la vitrine qui le protégeait. Chaque fois que je regarde cette pièce, a-t-elle dit doucement, je me souviens que la valeur existe, que les autres la reconnaissent ou non. Vous avez donné à tant d'entre nous la permission d'arrêter d'attendre la reconnaissance et de commencer à nous reconnaître nous-mêmes. Amelia est apparue à côté de moi alors que les photographes se rassemblaient pour les derniers clichés. Elle avait passé la soirée à parler aux visiteurs de l'œuvre, expliquant les techniques que je lui avais enseignées, son enthousiasme authentique et contagieux. Alors que les flashs crépitaient, elle s'est penchée près de moi et a chuchoté, « Je suis fière d'être ta fille ». Les mots ont atterri dans ma poitrine avec le poids de tout ce que nous avions traversé pour atteindre ce moment. Le rire à mon cadeau d'anniversaire, le choix des camps, les mois de silence, et maintenant ça, debout ensemble dans une galerie remplie de mon travail, sa main dans la mienne, toutes les deux comprenant ce que signifiait de créer quelque chose de vrai. Plus tard, alors que la galerie se vidait et que les lumières s'atténuaient pour leur lueur d'après fermeture, je me suis tenu seul avec mes pièces une dernière fois. Chacune avait commencé comme de l'argile brute, sans forme et sans valeur jusqu'à ce qu'elle soit touchée par l'intention et le feu. La métaphore n'était pas subtile, mais après tout, les meilleures vérités le sont rarement. J'ai pensé à cette nuit, il y a 12 mois, debout dans ma cuisine dans une robe bon marché, regardant mon mariage se terminer par le bruit sourd de la céramique heurtant les ordures. Si quelqu'un m'avait dit alors que le vase se vendrait près $250 000, que j'aurais ma propre exposition, que ma fille me reviendrait avec un amour sincère au lieu de l'obligation, je l'aurais cru délirant. Mais j'étais là, entouré de la preuve que parfois la poubelle n'est pas une fin mais un commencement. Que parfois le rejet n'est qu'une redirection vers des gens qui peuvent réellement vous voir. Que parfois l'étiquette de prix, qu'elle soit de $237 000 ou de tout autre montant, importe beaucoup moins que le moment où vous comprenez enfin votre propre valeur. Si cette histoire de transformation et de triomphe vous a fait applaudir la victoire de Stella, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été quand Eleanor a vidé la vitrine de la 5e avenue pour un vase sorti de la poubelle, sachant exactement quelle reconnaissance allait suivre. Quel a été votre moment préféré? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires inspirantes comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle publication.